Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la relation entre la croissance et ce qu'on appelle le capital humain. Voilà, donc déjà définir un peu ce que c'est que le capital humain. Et voilà, donc évidemment, à un niveau, a priori, on dira, mais c'est tellement évident que la santé et l'éducation, c'est bon pour la croissance, donc j'aurais pu garder une ligne et puis m'en aller. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup de, ça soulève beaucoup de questions, en fait. Une chose qui a l'air apparemment très évidente, voilà. Donc, d'abord, si vous voulez, la première chose, c'est qu'on a vu essentiellement deux paradigmes pour parler de croissance. Le premier, c'était le paradigme néoclassique, où on disait la croissance, c'est généré par de l'accumulation de capital. Mais je n'ai pas été très précis en parlant de capital. Ça peut être aussi bien du capital physique, des machines, des équipements, des infrastructures, mais ça peut être également ce qu'on appelle du capital humain. D'accord ? Alors, je vais être un peu plus précis tout à l'heure sur ce que j'entends par capital humain, mais en gros, déjà, ce capital humain, c'est tout ce qui augmente la qualité de votre force de travail, ce qui augmente son efficacité. Et donc, ça, en fait, une des visions, c'est de dire que le capital humain, ça s'accumule comme le capital physique, notamment à travers l'éducation ou la santé. Voilà. Donc, une vision, c'est de dire, ben, écoutez, c'est très simple, puisqu'on sait que le capital, l'accumulation de capital jusqu'à un certain point favorise la croissance, et bien pourquoi il n'en serait pas de même, en particulier de l'augmentation de capital humain. Alors évidemment, dans le modèle néoclassique, on voyait qu'il y avait des limites à l'accumulation de capital physique, parce qu'à un moment, à cause des rendements décroissants par rapport au capital physique. Mais maintenant, on peut dire, oui, mais on peut avoir un gouvernement qui, lui, décide d'augmenter l'éducation sans arrêt et du coup d'entretenir la croissance. D'accord ? Donc ça, c'est une première vision, on va y revenir. Hein. Mais déjà, vous pouvez subodorer que, on dit, ben voilà, le modèle néoclassique, même si j'y crois pas complètement, dans la mesure où l'accumulation de capital est certainement quelque chose qui augmente la croissance, ben, pourquoi pas le capital humain ? Il y a une autre vision, c'est qu'on a vu le modèle schumpeterien et on a dit dans le modèle schumpeterien, eh bien, ça repose sur l'innovation et le progrès technique. Et en particulier, évidemment, il y aura plus d'innovation quand l'efficacité de la recherche-développement ou l'efficacité de tout ce qui donne l'innovation est plus grande. Ben, en particulier, si vous êtes dans un environnement où il y a de l'éducation, eh bien, ça augmente l'efficacité de l'innovation. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis un innovateur. Ben, si je suis dans un environnement, ce n'est pas pour rien que la Silicon Valley est à côté de Stanford, par exemple. Vous voyez, je veux dire, c'est parce qu'on sait qu'on a à portée de la main les meilleurs cerveaux. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, on peut dire, ben voilà, je crois dans un monde avec des entrepreneurs qui génèrent de l'innovation. Eh bien, pour les générer de l'innovation, c'est bien d'avoir du capital humain. Je vais revenir en détail sur ces deux approches complémentaires en termes de relation entre la croissance et le capital humain. Mais enfin, déjà, dans ce qu'on a vu, c'est pas, je veux dire, voilà, c'est pas un scoop de dire l'éducation, ça a quand même quelque chose à voir avec la croissance, d'accord ? Au moins de deux façons différentes. L'un, parce que c'est un facteur de production qui s'accumule comme le capital physique s'accumule, et l'autre, c'est de dire, eh ben, l'éducation aide à accroître l'efficacité du progrès technique, en fait, de l'innovation. Par ailleurs, il y a un autre débat, alors qui a beaucoup choqué, que je vous avais parlé la dernière fois, du débat sur les institutions. Acemoglu, Robinson notamment, avec les trois, hein, avec comment ils avaient montré dit voilà pourquoi l'innovation, pourquoi les institutions c'est important plutôt que la géographie, etc. Il y a eu, disons, un certain nombre d'auteurs qui ont essayé de critiquer leurs travaux. Et en particulier André Schleifer, qui était mon collègue à Harvard, et des co-auteurs. Et eux, leur idée, c'est de dire, en fait, ce que vous appelez institution, c'est essentiellement du capital humain. Et d'ailleurs, on ne peut pas, dans vos régressions statistiques, distinguer vraiment... alors, c'est vrai que c'est pas... ça s'applique... Vous vous souvenez que Acemoglu et co-auteurs avaient utilisé l'exemple coréen. Ensuite, avait regardé l'idée d'utiliser la mortalité des colons comme instrument pour le développement institutionnel des pays. Ensuite, l'argument sur le retour de roue, la roue qui tourne. Donc c'est vrai que quelque part, mais Schleifer et compagnie, eux, ils disent, ben voilà, finalement, ce que vous appelez institution, c'est capital humain. Je peux faire les régressions statistiques que vous avez faites avec la mortalité des colons. C'était un bon instrument pour la protection contre le risque d'expropriation, mais en fait, c'est un aussi bon instrument pour le développement, pour le niveau de scolarisation. Et à ce moment-là, c'est ça qui est important. Et effectivement, si vous faites des régressions du niveau de PIB par tête des pays sur le niveau d'éducation que vous instrumentez par
la mortalité des colons en 1500, ça marche tout aussi bien que si vous faisiez une régression du PIB par tête sur le risque d'expropriation instrumenté par la mortalité des colons. Donc c'est vrai qu'avec ce niveau de généralité-là, on peut effectivement... Moi, ma vision, c'est que les deux ont raison, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est bon d'avoir eh bien, une protection des droits de propriété et c'est bon d'avoir de l'éducation. Vous êtes dans un pays où tout le monde est analphabète, les perspectives de développement sont faibles. Et en gros, ils ont eu cette bagarre et finalement, donc, si vous avez vu, vous pouvez aller sur le site du prix Nobel. Il y avait une conférence Nobel il y a 3 ans et ils se crêpaient un peu le chignon, les deux, enfin Acemoglu et Schleifer. Voilà. Mais en gros, c'était. Mais en fait, si vous voulez, Schleifer et compagnie ont un point. Je pense que Acemoglu n'aurait pas dû s'opposer, c'est de dire l'éducation c'est important et les deux sont importants. Et en fait, je pense qu'il y a complémentarité entre les deux. Je pense que l'éducation d'un côté et la protection des droits de propriété de l'autre sont des facteurs complémentaires dans le processus de développement. Je crois que c'est idiot de vouloir mettre l'un contre l'autre. Et en fait, aucun des deux n'a eu l'idée de dire bah, mettons-les ensemble et regardons l'interaction entre l'un et l'autre. Et s'il l'avait fait, que ce que j'ai essayé de faire, j'ai vu tout de suite que eh bien, l'un renforce l'autre, évidemment. Hein. Donc voilà. Mais c'est simplement pour vous motiver un petit peu, pour vous dire, voilà, l'éducation, voilà, mais qu'il y a eu déjà des débats pas triviaux, puisque le premier débat, c'est est-ce que l'éducation, c'est important parce que le capital humain est un facteur de production, et c'est donc l'augmentation de capital humain qui augmente la croissance, ou est-ce que c'est plutôt la vision schumpeterienne qui dit, eh bien, c'est le stock de capital humain qui est important, parce qu'un plus grand stock de capital humain veut dire une technologie de recherche-développement plus efficace et donc davantage de progrès techniques. Et vous voyez, ces deux visions un peu différentes, elles peuvent être complémentaires, mais c'est deux visions différentes, d'accord? Et on va voir que ce n'est pas trivial de savoir que c'est l'un ou l'autre. On va revenir là-dessus. Et puis, le deuxième aspect, c'est de dire, et je dis éducation, est-ce que finalement tout n'est pas de l'éducation? Est-ce qu'il y a autre chose que du capital humain dans les institutions? Ou bien est-ce qu'il y a différents aspects des institutions qui sont d'un côté l'éducation, de l'autre côté la protection des droits de propriété? Et donc ça, tout ça, c'est des gros débats, quoi. Les gens se sont bagarrés. Moi, je me rappelle, j'avais un étudiant, Francesco Trebi, qui est remarquable, qui fait du travail remarquable sur le lobbying notamment, et qui est à maintenant UBC, qui est l'University of British Columbia à Vancouver. Et Schleifer et moi, on était dans son comité de thèse, et il avait mis un de ses papiers était inspiré du papier d'Acemoglu, et Schleifer avait demandé qu'il retire le papier de sa thèse, quoi. Donc il ne pouvait pas se blairer. Enfin, je ne vais pas vous faire entrer dans toutes ces histoires-là. Ça, c'est des histoires de Cambridge contre Cambridge, vous voyez, donc c'est un petit milieu. Hein. Bon, voilà. Bon, alors qu'est-ce que le capital humain? Le capital humain, eh bien, c'est quoi? Alors, une façon de voir, c'est de dire eh bien, que c'est comme un facteur de production, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui augmente la qualité de vos forces de travail. Donc la première approche, c'est de dire, eh bien, vous produisez de la output avec du capital, avec des machines, avec des hommes, d'accord? Et la production, elle dépend pas seulement de la quantité de travail, mais elle dépend de la qualité du travail. D'accord? C'est important, il y a des gens voilà, qui sont... et la qualité du travail, on sait qu'elle augmente au cours du temps, c'est-à-dire que ben, le niveau d'éducation, il a augmenté. Ce n'est pas juste qu'il y a plus de monde qui produit, c'est que la qualité du travail a augmenté. Et c'est la qualité du travail, quelque part, que l'on appelle le capital humain. C'est quelque part, c'est comme si on pouvait séparer dans votre force de travail ce qui est vraiment le travail à l'état pur. En anglais, on dirait raw labor, raw R-A-Y, pour, vous voyez, comme des matières premières, raw material. C'est la matière première de travail, si vous voulez. Et par-dessus, on a notre éducation. C'est un peu comme si nous étions des enfants sauvages. Donc les enfants sauvages, cette partie-là, c'est la force physique ou n'importe quoi, ça c'est la force de travail. Et par-dessus, vous avez acquis des connaissances, et ça c'est le capital humain. C'est une manière, je schématise à l'excès. Hein. Donc tout comme le capital physique, le capital humain est productif. Il produit évidemment. Il est produit lui-même par l'éducation notamment, mais on verra aussi par la santé, hein, et par la formation professionnelle, par beaucoup de choses. Hein. Il se déprécie au cours du temps, c'est-à-dire que eh bien, votre savoir devient obsolète. Hein, c'est important de se réactualiser. Moi, je crois beaucoup dans des systèmes éducatifs, d'ailleurs, où les profs retournent à l'école régulièrement, ce que font les Finlandais très bien. D'ailleurs, moi, si je deviens obsolète, dites-le moi. Et puis ça rapporte évidemment sous forme notamment d'un salaire plus élevé pour l'individu. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens s'éduquent d'abord parce qu'ils aiment ça, je pense, et puis parce qu'ils se disent, si j'ai un niveau d'éducation plus élevé, eh bien, j'ai davantage de chances de trouver un bon emploi, bien rémunéré, etc. D'accord ? Donc, si vous voulez, ça c'est, bon voilà, ça c'est pas en disant ça, c'est des choses très évidentes. Mais alors, il y a deux leviers en particulier importants d'augmentation du capital humain. Il y a l'éducation d'un côté
et la santé de l'autre. Je vais surtout parler d'éducation, mais je vais parler un peu de santé à la fin, d'accord? Et surtout, et certainement, je ne ferai pas justice au sujet de la santé, qui est un énorme sujet en lui-même. D'ailleurs, on a dans l'idée d'organiser un colloque ici au collège, ça ne serait pas pour juin 2016, mais plutôt juin 2017, sur santé, innovation et croissance. Donc voilà, mais ça, c'est dans les plans. Mais je parlerai un tout petit peu de santé, beaucoup d'éducation. Alors là, je voulais d'abord m'excuser parce que les tableaux que j'ai faits, c'est le tableau le mieux, celui-là, parce qu'il est droit. Vous allez voir que les autres tableaux sont un peu comme dans Astérix et Cléopâtre, ils sont un peu penchés. J'espère que ça ne vous embête pas trop, mais on voit quand même ce qui se passe. Hein. Je vais les remettre droits pour quand je mettrai les transparences sur le site, je vais quand même les remettre droits. Mais là, j'ai eu un petit peu, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'allais voir l'oculiste. Bon. Alors là, ça montre un petit peu, vous voyez, c'est intéressant, le nombre d'années moyennes de scolarisation dans les pays en développement, c'est-à-dire les pays non OCDE, en 1960. C'était 2 ans. Et maintenant, en 2000, c'est 5 ans. C'est quand même plus que doublé. Hein. Alors que dans les pays avancés, effectivement, c'était déjà 7 ans en 60, c'est devenu près de 9,7 en 2000. Donc vous voyez que dans les deux types de pays, il y a eu quand même une progression de la scolarisation, et encore plus grande dans les pays en développement. Bien sûr, ils sont en rattrapage par rapport aux pays avancés. Alors évidemment, après, on peut regarder, parce qu'on peut savoir d'abord la proportion de ceux qui ne sont pas du tout scolarisés. Donc elle a chuté dans les pays en développement. Elle était déjà très très basse dans les pays développés, donc elle a évidemment chuté aussi, mais enfin évidemment là on a une décimale de plus évidemment ici par rapport à là. Et puis vous pouvez voir l'évolution dans les niveaux d'éducation. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que ici, surtout le progrès de la scolarisation dans les pays en développement, c'est surtout au niveau du primaire. Vous voyez, c'est là vraiment que ça a augmenté. Tandis que le progrès de la scolarisation dans les pays développés, c'est primaire et secondaire. Tandis que là, c'est secondaire et surtout éducation supérieure, vous voyez. Donc c'est là que est le plus, puisque déjà tout le monde avait fait un enseignement primaire. Moi, à mon époque, on faisait le certificat d'études. Hein, ceux qui ne faisaient pas des études avancées faisaient le certificat d'études. Voilà. C'est intéressant de voir un petit peu comment les choses ont évolué. D'ailleurs, aux États-Unis aussi, c'est intéressant, parce que vous voyez quand même qu'il y a un progrès de l'éducation primaire, bon, un peu comme ailleurs, mais très important aussi l'éducation secondaire, quand même, vous voyez, qui n'était pas tellement répandue, même en 60. Vous voyez, c'est pas grand-chose de dire qu'il y avait 31% seulement, vous voyez, aux États-Unis, et 20% qui avaient terminé le lycée. Mais vous savez que, par exemple, au Portugal, qui est un pays dans l'Union européenne, il y a très peu de gens qui terminent l'éducation secondaire. C'est intéressant. Enfin, bon, peut-être ça a changé, mais... et aux États-Unis, vraiment, là, il y a eu une progression gigantesque en termes d'éducation supérieure, secondaire et supérieure. C'est vraiment là que ça s'est passé. Donc, les États-Unis, c'est ce que vous voyez au niveau des pays avancés, mais encore plus fort. C'est intéressant de voir un peu les évolutions. Hein. Ah là là, voilà. Comment mesurer le capital humain et son rendement? Alors là, il y a un problème. Alors là, je vais vous demander d'être un peu, je suis sûr que je vais entendre tousser beaucoup, parce que c'est un petit peu dur ce que je vais faire là. Mais je promets que je vais le faire de manière simple. Hein. D'accord? Donc, comment vous mesurez le capital humain et son rendement? À la différence du capital physique, le capital humain est attaché à une personne et à sa force de travail. Comme je disais tout à l'heure, raw labor. Et quelque part, l'idée, c'est de séparer les deux. D'accord? Comment vous mesurez l'un, comment vous mesurez l'autre? Alors, il y a une approche qui est ce que j'appelle l'approche de minserienne, du nom d'un économiste qui s'appelle Mincer, par les niveaux de salaire. C'est-à-dire, en gros, eh bien, vous avez un niveau plus élevé si vous pouvez obtenir un niveau de salaire plus élevé. Et comment on peut savoir ça à chaque niveau d'éducation? Eh bien, l'idée, c'est la suivante. Donc, c'est là qu'il faut vous accrocher un petit peu. D'ailleurs, vous avez vu, là, j'ai fait des typos, j'ai mis des une avec 2 N. Là, tout ça, je vais corriger. Évidemment, les accents sont totalement absents. Tout ça va être corrigé, hein, je vous promets. On mesure le rendement d'une année supplémentaire d'éducation par son effet marginal sur le salaire individuel. C'est-à-dire que vous dites, moi maintenant, vous êtes dans un monde, chez Mincer, vous êtes dans un monde où, parfaitement concurrentiel, et vous pouvez choisir, est-ce que je fais une année d'études en plus, ou est-ce que je vais sur le marché du travail maintenant? Alors, il y a qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Si je reste sur le marché du travail, si je vais sur le marché du travail maintenant, j'ai une année de salaire en plus. Si je vais une année d'études, je perds cette année de salaire. Mais évidemment, j'en espère une augmentation de salaire après. Et l'idée, c'est qu'à l'équilibre, hein, vous voyez, il y a la notion d'équilibre, je suis indifférent entre faire l'un et faire l'autre. Donc, le niveau de salaire d'une année à un niveau d'éducation donné devrait normalement être égal au surcroît de salaire, en termes espérés, en valeur nette présente, comme on dit, hein, que vous pourriez obtenir avec une année de plus. Et c'est ça Mincer. Mincer dit que je suis dans un monde comme ça,
Et donc, je sais qu'est-ce que l'année de salaire, à ce niveau de qualification, ce que les gens perdent d'années de salaire, c'est l'équivalent de ce qu'ils auraient pu obtenir. Et du coup, mais évidemment, ça répandu sur toutes les années où ils auraient travaillé après au salaire plus élevé. Et comme ça, je peux mesurer le surcroît de capital humain. Vous voyez comment ça marche? D'accord? Alors, sous l'hypothèse que l'individu est indifférent à la marge entre une année supplémentaire d'éducation et accepter un travail tout de suite au niveau de qualification déjà atteint, on peut comme ça évaluer l'augmentation de salaire qu'on pourrait obtenir avec une année d'éducation plus pour chaque niveau d'éducation. Voyez? Alors, par exemple, autrement dit, alors ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est une notion importante qu'il faut que vous appreniez. Il y a le coût de quelque chose, mais il y a le coût d'opportunité. Qu'est-ce que c'est qu'un coût d'opportunité? C'est le manque à gagner de ne pas faire autre chose. Vous voyez? Ça, c'est le coût d'opportunité. Vous voyez, le coût d'opportunité d'aller au cinéma, c'est peut-être que j'aurais pu travailler et gagner de temps au lieu d'aller au cinéma. Peut-être le billet du cinéma m'a coûté 10 euros, mais peut-être que je pouvais gagner 100 euros en allant travailler au lieu d'aller au cinéma. Donc le coût d'opportunité, c'est 110. C'est les 10 euros que j'ai payés au cinéma, plus les 100 que je n'ai pas gagnés en allant. Hein, c'est très important cette notion de coût d'opportunité. Voilà, en économie, c'est très important. Mesurer comme ça. Souvent, les gens ne raisonnent pas comme ça. Par exemple, les taxis, s'ils raisonnaient en termes de coût d'opportunité, eh bien, ils auraient réagi différemment aux propositions de la commission Attali, par exemple. Je sans vouloir dire que c'était tout génial. Quand on leur disait 2 licences contre une licence, il fallait qu'ils se disent, si on n'accepte pas ça, on va se faire encore beaucoup plus, on perdra beaucoup plus tard. Et ils ont raisonné en termes de coût et pas en termes de coût d'opportunité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas évalué qu'est-ce qui se passe si je ne le fais pas, quoi. Vous voyez, c'est très important de raisonner en termes de coût d'opportunité. Voilà. Donc, le coût d'opportunité de l'année d'études supplémentaires est égal à la perte de revenus salarial si on retarde d'un an l'entrée sur le marché du travail. Si les individus arbitrent correctement, cette perte de salaire doit être exactement égale au surcroît de salaire obtenu grâce à l'année d'études supplémentaires. D'accord? Alors là, on voit, vous voyez, on représente là comment ça marche. C'est-à-dire qu'on voit l'augmentation de salaire, vous voyez, quand on est, ça c'est le primaire, ça c'est le secondaire et ça c'est le tertiaire. Alors, vous voyez, le primaire, passant de pas du tout d'éducation, on augmente très vite son salaire avec chaque année de primaire en plus, parce qu'on apprend à lire, à compter, le truc de base. Et puis après, un petit peu moins secondaire, un petit peu moins. Mais enfin, c'est quand même fort. Mais c'est intéressant qu'en général, on a ces pentes comme ça, vous voyez, qui sont un peu moins. Donc, chaque année de primaire en plus, c'est beaucoup plus, quoi. Et puis, secondaire, c'est plus, mais un peu moins. Et puis après, voilà. Et on peut mesurer comme ça. Par exemple, avec ça, vous savez que ça, la valeur de cette... La valeur de ça, c'est 1,1.34, la première pente, et la deuxième, c'est 1,101. Donc, si on sait ça, on dit, voilà, de 0 à 4 ans, chaque année en plus, c'est 1,3 fois ce que j'avais avant. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis là, c'est seulement 1,1. Alors, on dit maintenant, supposons qu'il y ait quelqu'un qui a fait 5 années d'études, vous voyez, par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études, il a, disons, 1. Mais on le normalise, on met son salaire au niveau 1. Et on dit quel serait le salaire de quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. Alors, comment je calcule? Quel est le surcroît de capital humain? Eh bien, je sais qu'il a 1,134 à la puissance 4, puisqu'il a fait 4... Hein, il a composé. J'ai une année plus... Et une année sur une année sur une année sur une année. Hein, et puis, il a fait en plus une année de secondaire. Donc, en gros, il arrive à 1,82. Ce qui est récompensé par ce qui récompense le travail à l'état pur, le raw labor, c'est 1. Donc, le total, c'est 1,82. Sur les 1,82, c'est 1 de raw labor et 0,82, ça a été son capital humain accumulé. Et donc, on dit quel est son capital humain? Eh bien, son capital humain, c'est 0,82 divisé par le total, c'est 45%. Donc ce monsieur qui a fait 5 ans d'études, eh bien 45% de son salaire est attribuable au capital humain et 55% est attribuable à sa force physique de travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on calcule, avec la méthode minsérienne, hein, le capital humain. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder, on peut comparer entre les deux figures qui viennent, entre les pays développés et les pays pas développés. Et là, je regarde le pourcentage de force. D'abord, il y a des gens qui sont totalement illettrés. Tous les gens qui sont là n'ont jamais fait plus qu'une année. Ensuite, il y a les gens qui ont fait
voyez, ensuite les gens font 1 année, 2 années, 3 années, et vous voyez, ça c'est le pourcentage de la force de travail. Donc il y a une grosse partie, ça c'est pour les pays développés, les pays en voie de développement. Donc les pays en voie de développement, il y a beaucoup de gens qui touchent 1, et puis il y en a quelques-uns qui ont fait juste 1 année de primaire, 2 années, etc. Et il y en a très très peu qui ont été au-delà de 4 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, et on voit comme ça l'échelle, et on voit comme ça qu'est-ce qui se répartit. Ça, c'est le paiement total à la force de travail pure, et tout ça, c'est du capital humain quand vous agrégez entre tous les individus. Ça, c'est pour un pays en développement. Le pays développé, vous voyez que ça va dans... Vous voyez, c'est la même chose, mais ça se déporte vers la gauche. C'est-à-dire que pour le pays développé, vous avez pratiquement personne qui n'a pas fait d'éducation primaire, et l'escalier commence bien avant. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a une beaucoup plus grosse fraction de gens, en fait, dans les pays développés, c'est 65% qui payent le capital humain contre 35% qui payent le raw labor, tandis que dans les pays en développement, c'est 49% qui est en capital humain et 51% qui est en raw labor. Et vous voyez un petit peu comment on distingue les pays développés et les pays moins développés. C'est le plus dur qu'on fera, je crois, dans tout ce cours. Je suis désolé, hein, j'ai été affreux, là, aujourd'hui. Vous avez dit, on ne revient plus, là. On n'en peut plus, là. Voilà. Alors je vous promets que maintenant, tout est très simple, d'accord? J'aurai peut-être un tableau. Donc, la chose importante, c'est qu'on mesure le capital humain comme ça par les salaires. Alors, évidemment, on peut dire, est-ce que c'est une approche valide? Et pour qu'elle soit valide, il faut d'abord qu'on soit dans un monde de concurrence parfaite, c'est-à-dire où les gens vraiment choisissent, sont indifférents et leur choix et ce qu'ils font ne détermine pas les prix. Les prix sont donnés. Quelque part, on est dans un monde où les prix sont donnés indépendamment de moi, et moi, ce que je décide de faire n'influe pas sur les prix et les salaires. Donc c'est un monde concurrentiel. Mais vous savez qu'il y a des fois des gens, dans des circonstances, je suis le seul employé. Dans ce cas-là, j'influence ce qui se passe. Le fait d'aller ou pas sur le marché influence le prix. Donc là, on est dans un monde où les individus n'influencent pas. Bon, c'est des mondes de concurrence parfaite, ce qui n'existe pas, bien évidemment. On est souvent dans des situations de marchandage, notamment dans des situations où il y a des employeurs, un syndicat d'employeurs, un syndicat d'employés. On est typiquement en situation, ce qu'on appelle de monopole bilatéral. On n'est pas en situation de marché concurrentiel. Donc déjà, c'est un monde irréaliste, déjà, quelque part. D'accord ? Et puis, par ailleurs, il y a un problème beaucoup plus important, qui est le suivant. Est-ce qu'une année supplémentaire d'études supplémentaires, ça reflète plus de formation ou ça reflète le talent de l'individu? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens plus ou moins talentueux, ou il y a des gens plus ou moins doués, d'accord? Quelqu'un de plus doué, l'école, elle fait 2 choses. L'école, et ça c'est un truc très important, l'école, elle a 2 fonctions au moins. Une, c'est de formation, et l'autre, c'est de sélection. Donc, si vous voulez, l'école sélectionne. Alors, il se peut très bien qu'on soit dans un monde où simplement on voit qu'il y a des gens plus doués, comme ils sont bons, on les garde plus longtemps. Mais le fait qu'ils gagnent plus, ce n'est pas parce qu'ils ont appris quoi que ce soit, c'est simplement parce que le fait qu'ils soient bons font qu'ils vont faire de meilleurs travaux et qu'en même temps, ils restent plus longtemps à l'école. Comment on peut être sûr que ce n'est pas ça simplement qui est reflété, plutôt que vraiment une formation qui est reçue? Et donc ça, c'est une des difficultés de l'approche minsérienne, c'est qu'elle peut pas vraiment, elle suppose qu'il n'y a pas vraiment l'élément sélection, d'accord, qui est très important. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième chose. L'autre, dans l'école, forme et sélectionne tout à la fois. Vous voyez? Donc ça, c'est un des problèmes avec l'approche minsérienne. Et l'autre, ce qui me paraît le plus grave avec l'approche minsérienne, c'est qu'elle ne prend pas en compte les externalités générées par l'éducation. Par exemple, quand vous décidez d'aller sur le marché à l'école, c'est bon pour votre salaire, mais c'est bon aussi pour les gens qui sont avec vous. Vous allez apporter du savoir aux gens avec qui vous travaillez. Vous voyez, quand vous travaillez avec des gens, vous interagissez, beaucoup de gens apprennent à travers les autres sur le lieu de travail. En fait, on apprend un peu à l'école, mais on apprend beaucoup sur le lieu de travail en interagissant avec des gens qui en savent plus que vous, qui vous apprennent leur savoir-faire, leur connaissance, etc. Donc ça, l'approche minsérienne, elle ne prend pas ça en compte du tout. D'accord? Deuxièmement, il y a l'externalité entre les parents et les enfants. On sait, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que beaucoup de l'éducation, ça passe par les parents. En fait, on sait que le savoir parental, c'est très important. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis très opposé personnellement au fait que ce soit les parents qui choisissent les écoles trop tôt, parce que les parents qui sont cultivés, ils savent très bien où mettre leurs enfants, et les parents qui ont un faible niveau d'éducation n'ont aucune idée de comment mettre leurs enfants. Ils peuvent choisir que là, on fait telle matière qui les amuse, etc. Et par exemple, la Suède, qui avait un système très comme la Finlande, a décidé de mettre le libre choix par les parents des écoles, et les résultats sur le PISA ont été catastrophiques. Parce qu'évidemment, les gens de milieux éduqués savaient très bien où mettre leurs enfants,
et les autres n'avaient aucune idée où mettre leurs enfants. Et donc et on fait d'une manière plus générale, c'est très important. Par exemple, les savoirs, moi c'est pour ça que je suis très personnellement conservateur en termes de savoir appris à l'école, parce que si j'apprends à un enfant en 5e qui ne sait pas lire, écrire et compter convenablement le développement durable, qui est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, ça, c'est très bien quand on est une famille aisée, parce que les maths et le calcul et l'orthographe, on peut faire ça avec papa, maman, mais dans des milieux défavorisés, eh bien, ils ne feront pas ça à l'école. Voyez, donc c'est très important d'inculquer les savoirs de base à tout le monde, parce que c'est là que se forme l'inégalité avant tout. Donc l'externalité intergénérationnelle, il y a eu beaucoup d'études qui montrent que l'importance de l'éducation des parents dans la performance des enfants. Et en fait, la France est un des pays où la performance, je crois que c'est le pays de l'OCDE, où la performance des enfants en PISA est le plus corrélé avec le milieu social d'où vient l'enfant. Donc c'est quelque chose d'important, les externalités intergénérationnelles. Et enfin, il y a les externalités auxquelles je pense beaucoup, c'est qui sont à travers l'innovation et le progrès technique. C'est exactement ce qu'on va y arriver tout à l'heure. C'est de dire, eh bien, quand j'ai un niveau d'éducation plus élevé, ça va contribuer à la vitesse d'innovation dans le pays. Et évidemment, chaque nouvelle innovation, c'est du savoir qui est transmis aux générations futures. Les chercheurs futurs vont s'appuyer, puisque vous savez, quand vous faites une innovation, vous faites un brevet, et dans le brevet, vous devez disclose, vous devez dire ce qu'il y a dans le brevet. Et ça, c'est du savoir qui est disponible pour tout le monde, en principe. Et donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui n'est pas internalisé. Et c'est très important, cette histoire d'externalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont utilisé l'approche minsérienne, c'est pour ça que je vous ai embêté avec l'approche minsérienne, et qui ont été racontés des bêtises, et qui ont été même dangereux parce qu'ils ont donné des mauvais conseils à des pays. Vous voyez, c'est surtout, vous voyez, moi je disais beaucoup comme John Robinson, pourquoi je suis économiste? C'est pour vous mettre en garde contre les économistes. Moi d'abord, évidemment, hein. Soyez toujours méfiants à mon égard, mais vous mettre en garde contre tous les économistes. Et l'idée, c'est la suivante. Que font Osman Rodrigue Velasco? Ce sont des gens très, très sympathiques. Très sympa. Lui, du Venezuela. Danny Rodrigue, il est turco-américain. Et Velasco, il est chilien. Il a été ministre des Finances de Michel Bachelet. Bon, c'est des gens très, très sympas et tout et tout. Bon, ils ont fait un truc qui s'appelle diagnostic de croissance. Donc d'abord, ils ont dit, je vous en avais un petit peu parlé ils ont dit d'abord le Washington Consensus. Vous vous souvenez quand j'avais parlé du consensus de Washington? Ils ont dit d'abord une remarque très juste qui était de dire on ne peut pas simplement dire privatiser, libéraliser et stabiliser. Il y a des pays différents. On voit que les pays d'Asie ont eu des taux de croissance élevés sans exactement suivre les recommandations du consensus de Washington. Ça, so far, so good, comme on dit en anglais. Mais alors après, ils sont allés donner des conseils. Ils ont dit, ben voilà, pour savoir quels conseils donner à tel pays en matière de politique de croissance, je vais essayer de voir quelles sont les contraintes sur la croissance. Quelles sont les choses qui sont les plus grandes contraintes à la croissance? Et là, c'est là qu'ils ont fait l'erreur. Ils ont dit, voilà, pour savoir si l'éducation est une contrainte à la croissance, je vais essayer de calculer le revenu minsérien, le surcroît de salaire d'une année de plus d'études. Donc, par exemple, ils vont en Afrique du Sud, et je me suis trouvé exactement de ce cas avec eux. On était en Afrique du Sud en 2007-2008. C'est une catastrophe, l'Afrique du Sud, l'éducation est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est 12 ans d'études à ne rien faire. Personne ne surveille la qualité de l'éducation. La plupart des gens sortent de là, ils ne savent rien, ils se retrouvent au chômage. Bon, c'est catastrophique. Mais vous allez là-bas, et ils ont dit, ah mais non, on regarde le rendement d'une année d'études supplémentaire, et on voit que c'est très bas. Donc, l'éducation ne peut pas être une contrainte. Mais c'est tout à fait possible aussi que c'est parce qu'il n'y a pas d'activité d'entrepreneur, il n'y a pas d'entreprise, mais il n'y a pas d'entreprise justement parce qu'il n'y a pas d'éducation. Et vous voyez le côté que l'offre et la demande agissent ensemble, évidemment, ne rentrent pas là-dedans. Ils ne se disent pas, si je mets plus d'éducation en Afrique du Sud, ça va attirer des entreprises, ça va créer de l'activité, et donc ça va générer la demande pour le travail qualifié automatiquement. Et donc ça fera tourner la machine. Donc c'est ce raisonnement, ils n'ont pas vu d'abord le côté offre et le côté demande sont liés, et deux, qu'il faut raisonner en dynamique. Il faut regarder la croissance générée. Et eux, ils auraient donné en termes statiques par les prix. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont dit, si je suis dans une situation où une année de plus d'éducation me donnerait... Un autre exemple, en France, la France, on va revenir là tout à l'heure, elle dépense 8 000 €, maintenant c'est peut-être 10 000, mais disons jusqu'au grand emprunt, la France dépendait 8 000 € par an par étudiant. Les États-Unis, c'est 36 000 ou 35 000, on va voir les chiffres exacts. Les pays scandinaves, c'est 24 000. Alors on peut dire, bon voilà, donc c'est évident, la France crie pour de l'éducation supérieure, d'autant que c'est l'innovation maintenant qui est important. Eh bien, si vous regardiez le revenu minsérien, une année, le surcroît de salaire espéré dû à une année de plus,
vous verriez que c'est inférieur à ailleurs. Donc si vous raisonniez en termes minsériens, vous direz, ben voilà, l'éducation supérieure n'est pas une contrainte sur la croissance, et donc je n'ai pas besoin d'investir en éducation supérieure. Je peux garder l'université pauvre que nous avons, hein, et les grandes écoles, c'est bien, pour avoir quelques cadres, et puis voilà. Et vous voyez, donc, vous voyez comment on peut arriver à des raisonnements faux. C'est pour ça que c'est important de comprendre une approche et comprendre les limites de cette approche et de comprendre pourquoi. C'est très dangereux quand des gens se prévalent d'une approche pour donner des conseils. Oui. Et un autre exemple sur l'approche ministérielle, mais c'est un peu le même exemple, mais ce n'est pas sur l'éducation. Ils disent, le capital, c'est très simple. Est-ce que l'investissement et le capital, c'est une contrainte sur la croissance? Alors si on va dans un pays et on voit que le taux d'intérêt est faible, on dit le capital, c'est comme ça qu'ils raisonnent, le capital n'est pas, l'investissement n'est pas une contrainte sur la croissance. Mais on peut tout à fait avoir un taux d'intérêt faible parce que personne n'a les moyens d'emprunter. D'accord? Et donc, il y a un excès d'offres de fonds. On peut être tout à fait dans un pays où tout le monde a des contraintes de crédit. Du coup, le capital est surabondant. Je veux dire, les crédits est surabondant. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, à nouveau, ils ont fait cette même erreur. Ils ont considéré que dans tous les pays où les taux d'intérêt étaient faibles, c'était que l'investissement n'était pas une contrainte sur la croissance. Simplement, je voulais vous appeler ça parce que ça a été des gros débats, ça. Vous voyez, qui ne sont pas triviaux. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez répondre à Velasco, qui sont des gens par ailleurs très sympas. Ils ont tous été ministres, hein, sauf Rodrigue. Lui, il a été ministre des Finances, et lui, il a été ministre au Venezuela avant Chavez, ça a amené Chavez, mais bon, c'est pas de sa faute entièrement. Et Velasco, bon, non, lui, il n'a pas, mais il est très sympa. Ils sont très sympas, pareil, je les aime beaucoup, beaucoup, mais on a ce gros débat, voilà. Vous verrez qu'à chaque fois, je n'arrête pas de dire je les aime, et je me bagarre avec eux. Mais enfin, c'est des bagarres on ne s'insulte pas, hein, on ne s'envoie pas des cendriers au visage, ni rien. Voilà. Alors, je suis désolé, ne regardez pas les équations, simplement mon body language. Hein, j'essaie de représenter des équations avec le body language, comme on dit. En gros, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux approches à la relation entre éducation et croissance. Il y a d'abord l'approche néoclassique, celle qui dit le capital humain est un facteur de production. Vous produisez de la output avec du capital physique et du capital humain. D'accord? Mesuré, par exemple, alors, comme vous pouvez le mesurer, bon, avec les limites de Mincer, mais vous pouvez le mesurer autrement. Et alors, si je crois ça, tout ce qu'il y a à dire là, c'est que l'augmentation de Y vient de l'augmentation de H. Vous voyez? C'est ça, quand vous croyez dans cette hypothèse-là, ça veut dire que l'augmentation, la croissance de la output, du PIB, provient de l'augmentation des facteurs, notamment du travail. Donc là, on dit, si je crois dans cette relation, je vais regarder la relation entre l'augmentation d'output et l'augmentation de capital humain, pas le niveau de capital humain. Alors pour le moment, ça peut vous paraître totalement pas intéressant, vous allez voir qu'il y a des gros contresens. Et là, au niveau, j'ai une autre bagarre avec Acemoglu. C'était ma seule grosse bagarre avec Acemoglu. C'est un truc tellement évident qu'il n'a pas vu, quoi. Voilà. Bon, donc, mais vous voyez, c'est des trucs tout bêtes, mais vous comprendrez mieux. Vous comprenez, vous suivez? Est-ce qu'il y a des mains? Levez des mains quand vous ne comprenez pas, puisque vous n'avez pas le droit. C'est très d'habitude, j'avais toujours des gens qui me disaient non, arrêtez. Et là, ici, je sais que je dois. Voilà. Donc ça, c'est la première approche. Alors évidemment, cette approche, elle est très vraie, parce que vous voyez ici, par exemple, entre pays, là, c'est en 2005. Hein, vous regardez d'un côté le PIB par tête de différents pays et le nombre d'années en moyenne à l'école. Et vous voyez que ceux qui... Pardon, je suis désolé de vous pointer je n'ai pas du tout mon but. Vous voyez que en général, il y a une relation effectivement croissante entre le niveau de PIB et le niveau d'éducation. Donc, il y a du vrai là-dedans. Vous voyez, je veux dire, c'est vrai, quoi. Le niveau Y est corrélé positivement à H. D'accord? OK? Donc, il y a du vrai là-dedans. Mais maintenant, le problème, c'est que ça peut refléter une causalité inverse. Ça peut être parce que je suis plus riche que je peux m'offrir davantage d'écoles. Vous voyez, c'est pas... Là, j'ai donné une corrélation, je n'ai pas parlé de causalité. D'accord? Toujours avoir à l'esprit mes instruments. Et toute la question, c'est comment on peut instrumenter pour l'éducation. Pour le moment, ça, on voit qu'il y a une corrélation. D'accord? Mais ce qui est intéressant également, c'est que ce n'est pas seulement le PIB par tête qui est corrélé avec le nombre d'années à l'école, mais c'est que le PIB par tête est corrélé avec la qualité des tests. Ça, c'est les gens PISA, si vous voulez. Vous regardez les tests PISA et vous voyez qu'il y a une corrélation positive entre le PIB par tête et la qualité de l'éducation. Donc ça, c'est très intéressant. Si cette notion de... Ce n'est pas juste la quantité qui compte, c'est la qualité qui compte. Vous voyez? Ça, c'est une notion très importante. Voilà. Donc ça, c'est la première approche. C'est l'approche qui dit, eh bien, le capital humain, c'est un facteur de production. C'est son augmentation qui crée de la croissance. Et il y a de la vérité là-dedans, d'accord? Mais la vérité, elle n'est pas unique. Il y a l'autre approche qui est l'approche schumpeterienne. Alors, en fait, c'est très intéressant parce que quand on applique l'approche schumpeterienne à l'éducation, eh bien, on retrouve des gens avant vous.
Et moi, avant moi, il y avait Phelps. D'ailleurs, Phelps est venu à la leçon inaugurale, il était là, il est venu spécialement de New York, qui était très sympa. Et il a travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Nelson, qui avait travaillé aussi beaucoup avec un type qui s'appelait Winters sur la théorie évolutionniste des firmes et de la croissance. C'est des gens très intéressants. Phelps, c'est un géant, Phelps. Hein, il a fait énormément de choses. C'est un nom qui revient tout le temps. Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est de dire, voilà, eh bien, on produit de la output avec du capital et ça, c'est la productivité du capital, mais la productivité du capital, elle augmente d'autant plus vite qu'il y a plus de H. Vous voyez, l'idée, c'est que, en gros, dans leur approche à eux, mais je vous le dis en mots, hein, oubliez les équations, en gros, vous êtes à un certain niveau A et vous devez rattraper la frontière technologique. Ils appellent ça the best practice. C'est très beau comme nom, la meilleure pratique. Hein, ils disent, voilà, vous êtes derrière la best practice et vous devez rattraper la best practice. Et la question, c'est de savoir à quelle vitesse vous le faites. Et bien, leur idée, c'est de dire, plus on est éduqué, plus on est... Ben, pourquoi les Chinois sont tellement bons? Parce qu'ils sont plus éduqués que d'autres pays similaires. Hein. Ils sont plus éduqués que les Indiens, notamment. Ben, c'est sûr que ça ne nuit pas au rattrapage de la Chine, c'est évident. Hein. Plus on est cultivé, plus on absorbe le savoir qui vient d'ailleurs. Hein. Et là où ils sont géniaux, les Chinois, c'est qu'ils vous font du reverse engineering. Vous leur donnez un TGV, ils ne vous en demandent pas un deuxième. Ils les font tous après. Ils savent comment ils démontent le TGV et ils refont le truc. Hein. C'est parce qu'ils savent, ils ont été à l'école, etc. Donc, si vous voulez, ça, c'est le H, vous voyez. Et ça, c'est très vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on croit dans cette approche-là, l'augmentation de Y, elle dépend du niveau de capital humain. Ce n'est pas tant la croissance, c'est le niveau de capital humain. Plus vous avez un niveau de capital humain élevé, plus votre taux de croissance est élevé. Alors pour le moment, vous pensez que ce n'est pas important, mais vous allez voir que tout à l'heure, ça va devenir très important. Voilà. Et les deux sont importants. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux économistes, Alan Kruger, qui est un formidable économiste du travail, qui est à Princeton, mais qui a été aussi un conseiller très proche d'Obama, hein, et Lindahl, qui est un Suédois. Ils ont fait un article dans le Journal of Economic Literature en 2001 où ils ont montré que les deux étaient importants. C'est-à-dire qu'en fait, et l'approche néoclassique et le truc et Schumpeterien ont raison. C'est-à-dire que la croissance, elle est à la fois générée par l'augmentation du capital humain et par le niveau du capital humain. En gros, voilà. Donc les deux ont raison. Alors, pourquoi maintenant Phelps a raison en partie? Parce que Phelps a raison en partie. Pourquoi la vision néoclassique n'est pas la bonne entièrement? Je vais vous faire deux démonstrations. Et la démonstration de néoclassique, elle est vraie en partie pour la raison suivante. C'est que, si vous voulez, parce que, en fait, regardez par exemple la Révolution verte. Est-ce que vous savez ce que c'est que la Révolution verte? La Révolution verte, c'est qu'on a trouvé des moyens de produire. Vous savez qu'il y avait énormément de famines en Inde et dans d'autres pays. Et à un moment donné, il y a eu la Révolution verte, c'est-à-dire qu'on a appris, il y a eu des technologies pour produire beaucoup plus facilement des biens comme du blé ou du maïs, etc. Et donc ça évidemment, ça réduit la famine considérablement dans différents pays. Mais seulement le problème, c'était de diffuser la Révolution verte à différents pays. Et c'est évident que, eh bien là, évidemment, quand vous avez, considérons qu'il y ait deux pays. Dans un pays, il y a des gens très brillants, et puis il y a beaucoup de gens, bon, pas terribles, au point de vue H, d'accord? Mais c'est des technologies très avancées. Donc, c'est important qu'il y ait des gens qui comprennent cette technologie. Donc, le pays qui aura quelques personnes très brillantes et des gens pas avancés va probablement, au début au moins, être capable de davantage diffuser cette technologie. C'est une technologie dont on parle. Hein. Par contre, mettons qu'il y ait le même pays avec le capital humain moyen, le même que l'autre, mais tout le monde est au niveau première année de primaire. Ben là, cette technologie ne peut pas être diffusée. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui compte, ce n'est pas seulement le total du capital humain agrégé sur tous les individus, c'est les niveaux de capital humain et comment ils affectent la vitesse du progrès technique. Et ben, déjà, cette différence-là, si on est dans un monde à la Lucas, néoclassique, on les met tous dans le même panier et on regarde le capital humain total. Sinon, dans un monde à la Nelson Phelps, on dit non, c'est important d'avoir des gens qui déjà peuvent comprendre la technologie avancée. Vous voyez? Et donc, ça vous donne déjà une idée. Vous voyez déjà intuitivement pourquoi l'approche néoclassique ne peut pas être à elle seule pertinente. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez mon exemple? Bon, ça c'est l'idée, si vous voulez, intuitive. Mais il y a également une autre idée qui va être une idée, quand je regarderai la santé, où on verra que si on pense qu'on croit uniquement à l'approche néoclassique, on interprète mal les résultats qu'on a. Et ça, c'est arrivé à mon ami Acemoglu. Il a fait un papier qui est dans un très bon journal sur la santé.
Ils ont eu des résultats tout à fait justes, mais ils n'ont pas su les interpréter, quoi. Et moi, j'ai osé faire un papier pour leur dire, et je me suis attiré les foudres de mon ami Aceboglou. J'ai eu droit à une lettre, tu m'as trahi mon amitié, comment tu as pu me faire ça, etc. Il a pris très personnellement, donc il n'a jamais pu avoir un argument scientifique avec lui là-dessus. Il avait vraiment pris ça comme une trahison. Du coup, j'ai dit, bon, bah, écoute, Darren, on parle d'autre chose, c'est pas grave, écoute, on n'est pas d'accord sur ce point-là, on s'aime beaucoup, et voilà. Et puis on passe à autre chose. Donc, voilà. Alors, juste une chose, il y a deux choses dont je voulais vous parler. La première idée, c'est que quand je regarde, c'est que la qualité du capital humain est importante. J'ai déjà dit que une plus grande qualité de capital humain vous donne davantage de PIB par tête. C'est-à-dire que quand je regarde l'accumulation de capital dans la croissance, eh bien, c'est aussi l'accumulation de qualité est importante. Mais l'autre chose, c'est que la qualité, quand je regarde le stock de capital et l'effet du stock de capital sur la croissance, donc l'approche schumpeterienne, l'approche Nelson-Phelps, là aussi, je dois regarder la qualité du capital. Vous voyez, par exemple, il y a deux auteurs, Eric Hanushek, qui est à Stanford, et Ludger Wassmann, qui lui est à Munich, et eux, ils ont pris l'approche Nelson-Phelps, et ça, c'est le lien entre les tests PISA et la croissance. Donc, c'est le stock de tests PISA et la croissance de la productivité. Vous voyez? Et ils disent, voilà, davantage de tests PISA, des meilleurs tests PISA, ça vous fait, ce n'est pas l'augmentation des tests PISA, même vous avez un meilleur niveau PISA, eh bien vous générez plus de croissance. Tandis que si vous regardez le lien entre le nombre d'années d'études et la croissance, eh bien vous avez une corrélation, mais elle est très légèrement positive, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui compte, c'est la qualité. Et c'est très important cette notion-là. La Finlande a un système de bien meilleure qualité que la France, en dépensant autant que la France en PIB par tête. Ils ont la même fraction du PIB, dépensée dans l'éducation primaire secondaire en Finlande qu'en France. Seulement, ils dépensent dans les bonnes choses. Et donc, ils ont des meilleures performances PISA. Et donc, ça, c'est un élément qui joue. Alors, évidemment, ils ont eu d'autres problèmes avec Nokia et tout ça. Mais c'est quelque chose qui joue pour eux. Vous voyez, donc la qualité. Donc, c'est très important, ça, parce que quand vous faites de la politique publique, ce n'est pas justement dire je crée 60 000 postes de plus. C'est comment j'améliore la qualité de l'éducation. Comment je fais que c'est mieux? Les universités, c'est pareil. Comment j'améliore? Ce n'est pas seulement de l'argent que je donne, c'est comment j'améliore la qualité de l'enseignement supérieur. Est-ce que les universités sont bien gouvernées? Est-ce que les écoles sont bien gouvernées? Est-ce que les priorités sont données aux bonnes choses? Et c'est très important ça maintenant. C'est-à-dire que quand vous faites de la croissance, ce n'est pas juste dire je mets de l'argent là, je mets de l'argent là. C'est comment je m'assure que la qualité est bonne. Comment je gouverne cet investissement? Vous vous souvenez quand j'ai parlé de politique industrielle déjà, je vous avais dit, eh bien, il y a des études qui montrent que la politique industrielle, ça marche mieux si vous ciblez des secteurs concurrentiels, si vous distribuez là de manière plus concurrentielle, sans prendre juste un grand champion. Eh bien, là aussi, c'était un exemple où la qualité de l'investissement jouait autant que la quantité d'investissement. C'est une notion très, très importante, ça. C'est-à-dire de savoir, quand vous faites des politiques, vous devez faire leur évaluation. Quel est l'effet sur la croissance de ma politique? Est-ce que l'argent que j'ai fait est bien dépensé? Sinon, est-ce que je ne dois pas revoir la gouvernance? Et vous voyez, quand on a fait la réforme des universités, je vais y revenir, maintenant j'arrive à ça, c'était l'idée du grand emprunt, c'était à la fois de donner plus aux universités, mais c'était de donner mieux aux universités. C'est pour ça que moi j'ai fait un rapport là-dessus, pour Pécresse, où j'ai dit qu'il faut gouverner les universités autrement. Il faut des boards, il faut un certain nombre de règles, de choses qui, en tout cas, qui montrent des bonnes pratiques de gouvernance, donc qui ont fait leur preuve ailleurs, parce que si simplement vous mettez de l'argent sans rien changer à la gouvernance, l'effet de votre investissement sera bien moindre que l'argent va avec la gouvernance. C'est une idée très très importante. Vous mettez de l'argent dans la croissance, il faut regarder la gouvernance. Alors c'est la gouvernance des gens à qui vous donnez, mais c'est votre propre gouvernance à vous qui donnez. Donc par exemple, c'est important que vous-même soyez évalué, que vous-même ayez des politiques d'évaluation, par exemple, le grand emprunt, ils ont des comités d'évaluation, il y a des jurys internationaux qui jugent est-ce que l'argent a été bien donné et qui décident si ça doit être redonné ou pas. Vous vous soumettez vous-même à la gouvernance, voyez? Et ça, je crois que c'est une notion très très importante. Voilà. Alors j'en viens maintenant au rôle de l'éducation supérieure. On sait que la croissance de la productivité résulte à la fois de l'innovation à la frontière et de l'imitation. Vous savez que je suis embêté parce que j'ai l'impression que je vais finir mon cours trop tôt. J'espère que non. Mais j'ai toujours cette peur, vous avez remarqué, et en fait, ce n'est pas le cas. Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, oui. J'ai peur que je vais trop vite. Je fais une petite pause. Alors, voilà. Alors, là, de toute façon, dans un quart d'heure, c'est la pause. Hein.
Bon, on va faire une... Alors, la croissance de la productivité, vous vous souvenez qu'on a dit la dernière fois, ça résulte à la fois de l'imitation et de l'innovation à la frontière. D'accord? On avait vu notamment que la concurrence encourageait l'innovation, la croissance à la frontière et tendait à décourager l'innovation, enfin la croissance loin de la frontière. Mais pour l'éducation, c'est très important parce que si vous êtes un pays en rattrapage, eh bien, d'abord, l'important, c'est de toute façon, n'importe qui devrait avoir du bon primaire secondaire. Donc, moi, jamais, parce que vous savez, des fois, on m'a fait dire que tu penses que dans les pays avancés, il ne faut pas qu'il y ait du primaire secondaire. Le primaire secondaire devrait être bon partout. Donc, mais si vous faites du rattrapage, eh bien, on sait que la composante innovation frontière devient de plus en plus importante pour la croissance à mesure qu'un pays se rapproche de la frontière. Il y a une belle faute d'orthographe. Quand vous êtes loin de la frontière, c'est le rattrapage qui va vous... La Chine croît à 10%, maintenant 8 ou 7, je ne sais plus, mais elle croît à des taux bien supérieurs aux nôtres parce qu'elle est en rattrapage. Elle fait du rattrapage. Quand vous faites du rattrapage, donc voilà, c'est l'imitation qui est importante. Quand vous êtes déjà à la frontière, eh bien, c'est l'innovation. Vous innovez sur vous-même surtout. Et là, c'est la composante innovation qui devient importante. Or, l'éducation, ce n'est pas les mêmes parties de l'éducation importantes pour l'une et pour l'autre. Quand vous faites du rattrapage, l'éducation primaire, secondaire et disons, des bonnes écoles ou universités au niveau premier cycle, c'est suffisant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir aussi de l'autre, mais enfin, c'est déjà très bien. Si vous êtes un pays en rattrapage, c'est déjà très bien d'avoir primaire, il faut encore l'avoir, hein, un très bon primaire, un très bon secondaire et un bon premier cycle universitaire ou des bonnes grandes écoles niveau undergrad, c'est très bon pour le rattrapage technologique. D'accord? Si vous êtes une économie de l'innovation, vous ne pouvez pas faire la Silicon Valley sans avoir Stanford, et à Stanford, ce que vous avez, c'est du troisième cycle qui est excellent. C'est les écoles doctorales aussi qui sont excellentes. Vous avez besoin de la recherche de pointe. Donc, si vous voulez, l'idée là, c'est de dire que plus vous êtes une économie proche de la frontière technologique, donc plus c'est l'innovation frontière qui vous tire la croissance, plus vous avez besoin d'éducation au niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que vous allez déshabiller Pierre pour habiller Paul. Vous n'allez pas prendre à l'éducation primaire secondaire parce que c'est le socle. C'est le socle sur lequel vous bâtissez un bon système d'enseignement supérieur, voyez. Mais ça veut dire que vous ne dépenserez peut-être pas dans d'autres choses et que vous direz, ben là aussi, je dois en plus dépenser dans l'éducation supérieure. Et ça, c'est une idée importante. Et si vous voulez, maintenant, ça a l'air évident. Mais en 2000, moi j'ai travaillé sur ces idées en 2000, parce que j'avais fait d'abord sur la concurrence et ensuite j'ai fait sur l'éducation. Quand j'ai commencé à parler de ça, en France, les gens ouvraient des grands yeux. Personne ne proposait de mettre l'accent sur l'éducation supérieure, gauche et droite. On disait ici que c'était important que tout le monde aille à l'université, mais peu importe où il termine, et ce n'était pas particulièrement au niveau doctoral. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a dit non, ça devient au niveau doctoral aussi, qu'il faut avoir de très bonnes écoles doctorales. Et c'est comme ça qu'on a poussé avec Helicon, on avait fait un rapport sur éducation-croissance, et j'ai fait sur le plan académique différents travaux sur des données de pays et des données d'États américains. Alors ça, je ne vais pas vous embêter là-dessus, mais ça, simplement ce que je vais vous le dire, ce que c'est une régression entre pays qui vous dit, surtout les colonnes 3 et 5, la croissance du PIB, la croissance disons, de la productivité globale des facteurs, donc c'est un peu le PIB par tête, mais c'est un peu plus... Disons que c'est la productivité, c'est le A, hein, de tout à l'heure. Et bien la croissance du A, eh bien, elle est d'autant plus importante. Fraction, c'est la fraction des gens en âge de travailler qui ont un degré d'universitaire. Eh bien, on voit que plus on est proximity, c'est est-ce que vous êtes proche de la frontière comme pays ou loin de la frontière, d'accord? Donc la proximité est grande pour les pays de l'OCDE, elle est moins grande pour les pays en dehors de l'OCDE. Eh bien, ce que dit cette régression, c'est que plus vous êtes un pays près de la frontière technologique, plus votre croissance de la productivité bénéficie d'avoir davantage de gens qui ont un diplôme universitaire. Voilà. Ça, c'est le premier. Cette régression-là, je la montre ici, parce que je l'ai montrée pour la première fois à Matignon. Donc, on présentait, vous savez, les rapports du Conseil d'analyse économique, ça se présente encore, d'ailleurs, toujours à Matignon. Et c'était devant Raffarin à l'époque. Et j'ai transformé Matignon en salle de classe, et j'ai montré et j'ai expliqué ce que c'était des erreurs, les régressions, les étoiles, etc. Et j'ai transformé Matignon en salle de classe, voilà. Et donc Raffarin a appris l'économétrie avec moi un petit peu. Voilà. Il en sait autant que moi, parce que moi, j'en sais pas beaucoup de l'économétrie. Je me repose sur mes amis. Donc Raffarin en sait presque autant que moi. Mais donc et j'ai expliqué cette équation. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tous les candidats importants aux élections présidentielles disent de manière évidente il faut soutenir l'université. Mais maintenant, ça paraît évident. Mais à l'époque, personne ne le disait.
Et c'est vraiment avec ces travaux-là que nous avons poussé l'idée, la France ne peut pas être un pays moderne, ne peut pas être un pays qui innove comme les autres, en dépensant 4 fois moins que les États-Unis par étudiant à l'université. Ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est venu disons, de ces études pays. Alors, ce qu'on a fait, je vais revenir sur le détail, j'ai fait le même genre d'études entre États américains. Parce qu'entre États américains, j'ai de la meilleure, si vous voulez, entre États américains, j'ai de la meilleure économétrie. J'ai beaucoup plus de données, parce qu'il y a 48 États, c'est beaucoup plus homogène entre eux, et sur un nombre d'années assez grand. Et j'ai des cohortes d'élèves, j'ai des données bien meilleures. Et donc déjà, j'ai des données bien meilleures. Et j'ai également ce que j'appelle des instruments. C'est-à-dire que je peux instrumenter pour l'éducation. Je vous ai dit qu'il y avait des corrélations entre éducation et croissance, mais je ne vous ai jamais dit dans quel sens la causalité allait. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que la causalité va de l'éducation vers la croissance. Et ça, on a pu vraiment le faire avec les données sur les États américains. Simplement, avant d'y aller, en manière très très simple de lire, oubliez les mobility, no mobility, mais simplement, quand je suis States at the frontier, c'est-à-dire c'est des États américains proches de l'État le plus productif qui est la Californie, donc vous avez le Massachusetts, le Connecticut, ça c'est les États très productifs. Dans ces États-là, investir plus en éducation supérieure, en éducation 3e cycle, c'est ça qui pousse la croissance. Quand vous êtes l'Alabama et le Mississippi, c'est surtout il faut investir au niveau undergraduate, au niveau 1er cycle. Et ça vient très très clairement. Et donc on l'a montré, et là vraiment avec une causalité. Et donc ça a corroboré. Donc j'ai commencé à le faire entre pays, dans des données de pays, mais ensuite je l'ai fait de manière plus fine, en données d'État, en ayant vraiment un instrument. Et ça, c'était vraiment ce qui a poussé beaucoup la politique éducative. Alors je veux maintenant, ce que je vais faire là, c'est que je passe au deuxième volet. Hein, je passe au deuxième volet, qui est l'éducation supérieure. Donc maintenant, je passe là, voilà. Et je commence parce que je vais très vite. Il est quelle heure là? Il est 52. Donc je vais stopper dans 8 minutes. Et après, on va partir. Et après, voilà. Donc maintenant, c'est croissance et organisation de l'éducation supérieure. C'est vraiment toute la réforme de l'université, dont on peut parler après, que j'ai faite ici. Voilà. Donc, eh bien, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que les deux questions qui sont importantes sont les suivantes. Devons-nous investir davantage dans l'université et devons-nous changer la gouvernance de nos universités? Voilà. Et je vais commencer par la croissance et l'investissement dans l'éducation supérieure. Donc, je vous ai déjà montré entre pays eh bien, pourquoi c'était important, plus un pays est avancé, d'investir. Je voulais quand même, avant d'arriver là, vous donner l'exemple. Vous pouvez dire, mais c'est évident. Vous voyez, le Brésil, par exemple, c'est une question très intéressante. Et je voulais m'attarder 1 minute sur la question du Brésil. Le Brésil, c'était un pays, avant, bon, alors évidemment, maintenant, c'est plus terrible, c'est pas très bien géré comme pays. Hein. Et là, comment s'appelle-t-elle? Je n'aimerais pas être dans ses chaussures. Hein. Oui, Madame Oussef, elle est sur le siège éjectable, là, en ce moment. 8% de taux d'approbation, c'est pas extraordinaire. Hein. J'espère que je ferai mieux, moi, ici au collège. 8%. Voilà ce qui se passait au Brésil, disons, jusqu'à récemment, et je ne crois pas que ça ait énormément changé, ça s'est quand même un peu amélioré. Vous aviez un enseignement primaire secondaire très sous-développé, beaucoup d'analphabétisme. Moi, je me rappelle d'un conducteur de bus au Brésil, il ne savait pas lire, il regardait des signaux avec des signes parce qu'il ne savait pas lire, quoi. Donc, l'illettrisme était vraiment répandu. Vous pouviez aller vous-même, enfin, je veux dire, moi, c'était il y a 15 ans. J'étais allé au Brésil, 15-20 ans, l'analphabétisme était partout, quoi. C'est très impressionnant, un pays comme le Brésil, qui est quand même développé, relativement développé. Vous n'allez pas dans une brousse où il n'y a rien. Et voir que l'illettrisme est aussi présent dans le quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Et les gens le cachent, ils ont honte. Et par ailleurs, j'étais allé au département d'économie là-bas, à Rio, et j'ai dit, mais comme c'est beau, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait un beau département comme ça ici, quoi. C'était presque aussi luxueux que le collège. Non, mais c'était très, très beau. Donc, c'était et je me dis, c'est quand même étonnant. Comment ça se fait que le Brésil, vous voyez, et en raisonnant en termes de loin de la frontière, près de la frontière, c'est quand même extraordinaire. Le Brésil, qui était quand même en rattrapage, aurait dû mettre l'accent sur le primaire secondaire. Or, vous aviez du primaire secondaire très médiocre, en tout cas très inégal, et des superbes universités.
Et vous allez au Mexique, c'est pareil. Moi, Mexique, j'ai vu UNAM, la UNAM, et qu'est-ce que c'est beau. C'est en plus cet architecte merveilleux, comment il s'appelle, Niemeyer, je crois qu'il avait fait il a fait des trucs superbes. Mais nous, on est le tiers-monde à côté du Mexique, les universités mexicaines. Et je dis, comment ça se fait que les écoles sont si mauvaises et l'université est si bien? Eh bien, il y a une raison, c'est l'inégalité. Parce que voilà, vous avez des riches et des pauvres. Bon, là, je viens vraiment en très très simple. Vous êtes bon, en gros, ça a été des gouvernements pendant longtemps qui ont été corrompus et dans les mains des riches, d'accord? Vous êtes un riche. Vos enfants, vous les mettez dans des écoles privées de toute manière. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on dépense beaucoup dans l'école publique. Vous ne voulez pas, à la limite. Parce que vous ne voulez pas qu'on dépense dans l'école où tout le monde va aller. Vous voulez dépenser dans l'école où vos enfants vont. Et vous ne voulez pas tellement que vos enfants se mélangent aux autres. Donc, l'école publique, vous n'êtes pas pour. Donc, ces pays dépensent très peu en primaire secondaire. Par contre, l'université, vous savez que de toute façon, les enfants des autres, ils n'iront pas à l'université. Donc vous avez tout intérêt à ce que ces pays investissent dans l'université. Vous voyez la perversité de la chose. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est l'inégalité dans ces pays qui explique qu'ils ont fait exactement le contraire de ce qu'ils auraient dû faire pour croître plus vite. Ils devaient au contraire investir massivement dans le primaire secondaire, mais à cause des inégalités, ils ont investi au contraire massivement dans le tertiaire au détriment du primaire secondaire. Parce qu'évidemment, moi, étant riche, je gagne 2 fois. Moi, mes enfants, je les mets en tout cas dans le privé, en primaire secondaire. Et en plus, l'État dépense pour moi, puisque les enfants des pauvres n'iront pas dans le tertiaire. Donc je gagne à tous les coups. Donc je pousse pour cette structure-là. Et ça a été un grand problème de ces pays. C'est-à-dire, et même le Portugal a une éducation secondaire très mauvaise, avec des superbes universités, l'Université catholique de Lisbonne, etc. Elles sont superbes universités. Et elles souffrent un peu du syndrome brésilien. Bon, je vais un peu à la caricature, hein, je force le trait un petit peu là. Hein. Mais c'est intéressant de voir pourquoi les pays ont dévié des stratégies qui étaient growth maximizing, qui étaient bonnes pour la croissance au stade de développement où ils étaient. Il est 58. Je propose que nous fassions une pause et nous reprenons dans 5, 7 minutes. Voilà, à tout de suite.